Voilà, donc merci pour les premières interventions donc, du matin. On poursuit. Donc, voilà, je donne la parole donc à Émilie Fabre et Marine Wrabowski pour une intervention sur le référentiel d'élision 22Q11. Merci. On va essayer de partager notre diaporama. Juste une petite précision pour ceux peut-être qui viennent donc de se connecter. N'oubliez pas de couper donc vos micros et vos caméras pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Je vous remercie. Okay. C'est bon, ça fonctionne, Émilie. Merci. Voilà, c'est super. On vous donne la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter les fiches repères que nous avons élaborées sur les points clés de la prise en charge psychiatrique dans la délition 22Q11. Donc, je me présente, donc, je suis Émilie Favre, neuropsychologue au centre de référence Génopsy à Lyon. Et donc, je vais intervenir en duo avec... Moi, je suis Marine Fabrowski et donc je suis une des psychiatres de l'équipe de Génopsy. Voilà. Ce projet, il vient d'un constat partagé entre les familles représentées par l'association Génération 22 et puis les professionnels du centre sur un défaut d'information des professionnels de proximité et également un manque d'équité de prise en charge des aspects psychiatriques sur le territoire national en ce qui concerne la prise en charge de proximité. On a donc initié un projet collaboratif en lien étroit. Ne sont pas en plein écran. Peut-être si vous cliquez juste... voilà. Merci. C'est bon comme ça? Donc, je disais qu'il s'agissait d'un projet collaboratif mené avec l'association Génération 22 et puis le réseau des centres de référence et des centres de compétences maladies rares à expression psychiatrique sur le territoire français. Et puis, nous avons également travaillé avec les services de génétique de Lyon et de Marseille. Vous voyez à droite que c'est un projet qui a mobilisé un certain nombre de structures et de personnes que je remercie. En fait, nous avons abouti à la définition de 5 grandes thématiques importantes pour la prise en charge sur le plan psychiatrique. Et la méthode de travail a été de créer un groupe de pilotage pour chacune de ces thématiques. On s'est basé sur la revue de la littérature internationale et également sur l'expérience clinique, mais aussi l'expérience des familles. Et nous avons ensuite procédé à une validation de l'ensemble en groupe de travail plein. On a opté pour un format très synthétique pour favoriser l'appropriation des fiches et favoriser leur lecture, avec 10 points clés pour chacune des thématiques. On va vous présenter plus en détail ces différentes thématiques qui sont les troubles psychiques, le neurodéveloppement et la cognition, les enjeux psychosociaux, l'accompagnement des familles et le suivi médical général du point de vue du psychiatre. La particularité de ces fiches est de couvrir les problématiques à la fois pour les enfants et pour les adultes. Et bien entendu, ces fiches-là ne se substituent pas aux référentiels existants tels que les PNDS qui existent en France, mais c'est des éléments complémentaires, facilement accessibles, rapidement, que l'on peut lire très rapidement, que l'on peut s'approprier rapidement pour préciser les aspects psychiatriques. On va vous présenter maintenant un petit peu plus le contenu de ces fiches. Donc, du coup, la première avec les troubles psychiques. Donc, comme vous voyez, il y a 10 points essentiels à retenir pour que les professionnels soient sensibilisés aux éléments les plus importants. Donc, déjà, rappeler que les troubles psychiatriques sont assez fréquents et que leur repérage est essentiel, puisque plus tôt ils vont être pris en charge, mieux le pronostic sera pour la personne et aussi l'impact que cela peut avoir sur la famille. Du coup, on a listé l'ensemble des centres de référence qui sont aussi présents sur la fiche pour que les professionnels puissent interpeller ces centres de référence. Donc, en premier, ce sont les troubles psychotiques qui apparaissent.
pour donc bien rappeler la fréquence de ces symptômes qui peuvent apparaître dès l'enfance. Donc, il y a ensuite tout ce qui va être les recommandations thérapeutiques, comme dans la schizophrénie, euh, elles sont applicables également aux porteurs de la délétion. Enfin, au sein de cette fiche, il était également important de sensibiliser les professionnels à l'utilisation de la clozapine dans le cadre de la délétion, puisque la littérature a pu montrer à quel point la clozapine pouvait être efficace dans ce contexte-là. Il y a également voilà, l'intérêt de repérer les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, l'association des deux, ainsi que du coup le TSA, comme vient de présenter le professeur Devely et Marie-Noëlle Babinet. Donc, c'est bien pour sensibiliser les professionnels à l'ensemble de ces points. En ce qui concerne les aspects de neurodéveloppement et de cognition, les points clés de la fiche consistent à insister que le repérage de ces aspects-là est l'affaire de tous, même des professionnels qui ne sont pas forcément spécialisés de ces questions, mais qui ont un rôle pour orienter vers des évaluations plus approfondies. Nous avons également ciblé et mis en évidence les fonctions cognitives qui devaient attirer l'attention plus spécifiquement des professionnels, avec pour les tout petits une attention particulière sur les aspects sensorimoteurs, du développement du langage et des interactions précoces. Et puis pour les plus grands, une attention particulière sur les aspects attentionnels, les aspects visuospatiaux et les aspects de cognition sociale. Vous verrez également que dans ces fiches, on réalise des préconisations au niveau du rythme des évaluations tout au long de la vie. Il y a un juste dosage à réaliser entre les évaluations qui ne doivent pas être trop fréquentes et en même temps qui doivent refléter la situation actuelle des personnes. Nous insistons également sur le fait que les évaluations des capacités cognitives doivent mettre en évidence les difficultés des personnes, mais également leurs ressources. C'est bien une question d'évaluation du profil, parce qu'il faut que ces évaluations servent à la personne et puissent mettre en évidence des leviers d'action pour accompagner les personnes. Et le dernier point, c'est que ces évaluations doivent donner lieu à des prises en charge adaptées. C'est vraiment important qu'il y ait des recommandations, des choses pratiques à l'issue des évaluations qui sont réalisées. Donc maintenant, la troisième fiche sur les enjeux de la transition entre l'enfant et l'adulte. Donc du coup, c'est important de pouvoir le préparer à l'avance parce que bien souvent, les familles et les patients se sont attachés aux équipes qui les ont suivis depuis parfois même la naissance. Et donc du coup, le travail vers la transition de la prise en charge adulte doit se préparer. Donc il y a plein de choses auxquelles il est important de penser et donc qui sont rappelés dans cette fiche. Donc, par exemple, la désignation d'une personne de confiance, la rédaction de directives anticipées. Au sein de cette fiche, il a été important de rappeler que les personnes porteuses de la délétion sont vulnérables sur le plan affectif. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et donc, l'intérêt aussi d'un bilan de cognition sociale peut être important dans ce contexte-là pour repérer ces fragilités, mais aussi les compétences de la personne. Penser à une mesure de protection juridique. Donc, voilà, ça peut être une habilitation familiale, une tutelle, ou plus simplement une curatelle. Toujours avoir en tête les capacités d'autodétermination de la personne puisque elles doivent être prises en compte pour l'avenir personnel, professionnel et social de la personne. Donc, tout ce qui va être aussi évaluation de l'autonomie pour pouvoir mettre aussi des prises en charge adaptées en parallèle, l'insertion sociale, mais aussi l'insertion professionnelle sont importantes à organiser et à accompagner. Un point a été également souligné puisque on n'y pense pas toujours, mais les addictions sont également à repérer, à évaluer. Donc ça va être à la fois les addictions, enfin je dirais même le trouble de l'usage de substances
mais surtout, je dirais, les addictions comportementales, tout ce qui va être addiction aux jeux vidéo, à Internet, au téléphone et plus largement aux écrans et d'autres addictions comportementales. Et enfin, pour finir, donc ça va être tout ce qui va être de l'ordre de la vie affective et sexuelle aussi, auquel il faut sensibiliser l'entourage d'une personne porteuse de la délétion. La fiche suivante concerne l'accompagnement des familles. On avait à cœur de mettre en évidence l'importance de considérer les familles et les fratries pour l'accompagnement des personnes qui présentent une délétion 22q11, en particulier autour de moments clés qui sont l'annonce du diagnostic, qui sont éventuellement l'apparition de problèmes de comportement ou de symptômes psychotiques, et qui concernent également la question du conseil génétique. On a également souligné dans ces fiches l'importance des approches psychoéducatives et systémiques. D'ailleurs, au niveau des approches psychoéducatives, il y a des programmes d'éducation thérapeutique du patient qui ont été mis en place sur le territoire français, qui peuvent tout à fait correspondre en fait aux jeunes qui présentent, ou plutôt aux jeunes adultes qui présentent une délétion 22q11. Donc, je sais qu'il y a un programme qui est en cours de finalisation sur Paris. Il y en a également un sur Lyon dans le service, c'est le programme JAMREP qu'on vient de débuter. Et puis, le dernier point pour l'accompagnement des familles, c'est bien entendu de souligner l'importance du milieu associatif qui joue un rôle vraiment primordial dans le soutien des personnes et des familles avec différentes actions qui sont mises en œuvre tout au long de l'année, qui tient également à saluer en tant que professionnels parce qu'ils sont vraiment porteuses pour les personnes concernées. Et donc, pour finir, la dernière fiche donc, qui concerne plus le suivi médical général, puisque j'ai présenté la première fiche qui concernait plus les troubles psychiques, mais une fiche a été également créée pour le suivi médical général, parce que je dirais que tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir avoir un suivi, par exemple, en génétique et que le généticien puisse coordonner l'ensemble des soins, mais il est indispensable que quelqu'un coordonne la prise en charge globale à tout âge de la vie, parce que parfois, je dirais que c'est plus souvent les enfants qui vont avoir cette possibilité-là d'avoir un suivi plus rapproché. Parfois, c'est des choses qui disparaissent un petit peu avec le passage à l'âge adulte, mais c'est vraiment essentiel qu'il y ait une prise en charge globale qui soit coordonnée. Donc, au sein de cette fiche, il y a un rappel de l'existence d'une carte d'urgence qui est personnalisée et qui est disponible du coup sur le site d'Andirar. Donc, on a également rappelé sur cette fiche donc l'importance quand même de ce suivi génétique et de l'information qui doit être reprise lorsque le jeune a grandi et est passé à l'âge adulte ou jeune adulte ou en cas de projet parental. Ensuite, il va y avoir voilà, tout ce qui va être suivi cardiologique, donc soit parce qu'il y a des antécédents de cardiopathie, soit voilà, avant la mise en place d'un traitement type méthylphénidate ou type antipsychotique. Donc, ça peut être important d'avoir ce suivi ou d'avoir au moins un avis et si besoin, le ressolliciter s'il y a des signes d'appel. Tout ce qui va être ORL pour pouvoir dépister une perte auditive dans le cadre des otites à répétition ou pour pouvoir également dépister un syndrome d'apnée du sommeil lorsqu'il y a des troubles du sommeil et donc voilà, qui peuvent être il y a également un point pour sensibiliser autour de l'immuno du côté immunitaire, avec donc du coup une prédisposition aussi à développer des maladies auto-immunes, tout le côté endocrinologique avec cette surveillance régulière notamment de la calcémie du bilan thyroïdien à faire, puisque voilà, on a souhaité rappeler aussi voilà, les risques de diabète
et d'obésité qui peuvent être aussi favorisées par la mise en place d'antipsychotiques et parfois avec la longue liste des antipsychotiques que les patients porteurs de la délétion peuvent avoir. Avec également du coup une sensibilisation sur le côté ortho, avec le dépistage de scoliose et donc possiblement de prise en charge adaptée. Le côté ophtalmo, pour toujours repérer, voilà, comme l'ORL, la perte auditive, pouvoir sensibiliser les personnes à faire des évaluations ophtalmologiques et donc adapter aussi en fonction voilà, de port de lunettes, en fonction voilà, de l'acuité visuelle de la personne. Et pour finir, le côté neurologique avec parfois voilà, l'apparition de manifestations épileptiques qui doivent être prise en charge en parallèle d'un dépistage calcémie, puisque lorsqu'il y a des troubles de la calcémie, cela peut donc entraîner des crises d'épilepsie. Et puis après, ça va être toute la surveillance, bien sûr, avec l'apparition des syndromes extrapyramidaux avec les antipsychotiques et surtout aussi le dépistage de maladies de Parkinson juvénile dans le cadre. Tu peux passer à la prochaine. Je suis désolée, c'est je sais que tu as voulu aller très vite. On fera un petit bilan. Voilà. Alors, donc en fait, ces fiches, vraiment, on les a orientées à l'usage, enfin, autour de la question des aspects psychiatriques. Et en particulier, vous voyez, cette dernière fiche, elle est vraiment à l'usage des médecins psychiatres pour les sensibiliser de manière rapide et on espère efficace aux autres aspects à prendre en compte dans la délétion 22q11, parce que parfois, on sait qu'il peut y avoir des diagnostics qui sont réalisés à l'âge adulte sur des manifestations psychiatriques. Et vraiment, c'est important de rappeler tous ces aspects autres que psychiques pour une bonne prise en charge de ces patients. C'est aussi donc des fiches qui sont à l'usage des médecins et des équipes de soins spécialistes d'autres organes, en particulier pour sensibiliser le cardiologue, l'orthopédiste, etc., l'endocrinologue, à des aspects psychiques qui, on le sait, ont des répercussions importantes sur la qualité de vie des personnes. Et donc, c'est important aussi qu'ils puissent avoir rapidement quelques éléments d'information sur les troubles psychiques et les troubles cognitifs qui peuvent apparaître pour pouvoir orienter et aussi parfois pour pouvoir intégrer ces éléments-là à leur diagnostic et à leur activité propre. Et puis, c'est des fiches qui sont tout à fait disponibles pour les familles et pour les personnes qui sont porteuses de la délétion pour se renseigner et pour diffuser aussi l'information aux professionnels qui les prennent en charge. Peut-être juste pour rajouter, du coup, c'est vrai que ces fiches, elles ont vraiment été faites pour pouvoir sensibiliser le plus de personnes, puisque tout à l'heure, je voyais que des familles ou des professionnels demandaient à avoir accès aux PowerPoint qui sont diffusés aujourd'hui. Alors, je pense que c'est surtout des familles qui les demandent. En fait, ces fiches, elles ont vraiment été créées pour que vous puissiez les transmettre ou dire aux professionnels de pouvoir les consulter, puisque voilà, c'est vraiment l'essentiel qui a été repris. Mais si rien que ça, déjà, ça pouvait être pris en compte par les professionnels, puisque oui, il y a besoin d'une coordination d'un médecin, mais c'est important que les autres spécialistes qui vous prennent en charge ou tout simplement les professionnels qui voilà, comment dirais, accueillent et prennent en charge au quotidien vos enfants ou même vous, puissent être sensibilisés au moins à ces points essentiels, même si bien sûr il y a d'autres détails, mais c'est important déjà d'avoir en tête ces points-là. Il y a aussi un autre aspect, parce que je crois qu'il y a des personnes de l'association suisse qui nous suivent pour cette visioconférence. Et c'est vrai que il y a certains points spécifiques de ces fiches qui sont très liés au système de soins français et au système législatif français. Donc peut-être qu'il y a des éléments de détail qui ne sont pas directement transposables pour les personnes
de Suisse, mais l'armature, je pense, reste tout à fait valable. Vous pouvez accéder à ces fiches sur le site internet du Centre de référence maladies rares Génopsy et également via l'association Génération 22. Et peut-être que je vais laisser la parole à la déléguée parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Merci beaucoup, Émilie et Marine, pour vos interventions si riches, si complètes, qui vont beaucoup aider donc, les familles. Donc, je veux rassurer bien sûr tout le monde en leur disant que bien sûr ces fiches seront disponibles. Stéphane Eliès enregistre aussi les conférences de ce matin, donc tout sera redonné bien sûr aux familles pour aider tout le monde. Voilà, donc il reste un tout petit peu de temps, il nous reste exactement 9 minutes. Donc, je redonne peut-être la parole à Stéphane Eliès si on veut faire un petit peu le tour des questions, mais je crois que la grande inquiétude, c'est surtout d'avoir ces fiches pour tout le monde, je crois. Voilà, donc je vous propose qu'on repasse en vue galerie et je fais l'enregistrement. Alors, dans de nombreuses réactions, hein, bien sûr, évidemment, la question des délais et par rapport à l'accès au centre Génopsy, un commentaire. Est-ce que il ne faut pas que vous partagiez votre écran? Donc là, c'était une remarque, une question, des remerciements pour des fiches. Une question, est-ce que ces fiches sont aussi disponibles sur les sites des autres centres de référence? Peut-être je vous laisse répondre à quelques-unes de ces commentaires, questions. Question des délais, question de l'accès au centre et la disponibilité des fiches. Je vais peut-être répondre du... Ah. Alors, c'était pour l'accès, la disponibilité des fiches. À ma connaissance, ce n'est pas en ligne sur les autres centres de référence, sur les sites des autres centres de référence, mais si nous en font la demande, il n'y a aucun souci pour leur transmettre. L'idée, vraiment, c'est de diffuser l'information. Voilà. Alors, du coup, je vais répondre à l'autre question, du coup, par rapport à l'accès au service et au délai d'attente. L'accès dans le service, en fait, se fait par le biais d'un appel de la famille auprès du secrétariat de notre service. On essaye de demander d'avoir un courrier médical ou d'un autre professionnel qui puisse nous donner déjà des éléments sur la situation de la famille. En général, en termes de délai, je dirais que ça dépend de l'urgence de la demande, sachant que Génopsy ne répond pas aux demandes urgentes. Voilà, s'il y a des critères d'urgence, je ne sais pas, des critères d'urgence suicidaire, bien sûr, on ne pourra pas intervenir. En termes de délai, du coup, on est plutôt de l'ordre, de, voilà, je dirais 2 mois, 2-3 mois. Mais bien sûr, voilà, on essaye de faire le plus rapidement possible s'il y a des critères d'urgence. Un commentaire que je trouve intéressant, des parents disent que c'est compliqué pour des parents de présenter ces fiches aux différents spécialistes. C'est un peu comme si on leur apprenait leur métier. Et un commentaire qui allait peut-être avec dans une autre, est-ce que Génération 22 va adresser ces fiches aux différents CHU, peut-être justement dans l'idée d'éviter que ce soit les parents qui doivent les présenter? Je peux répondre si vous voulez. Oui, alors ces fiches, finalement, on est en train de les publier. Nous avons fait une petite brochure et chaque fiche sera donc, ces fiches seront envoyées à toutes les familles qui sont adhérentes de l'association. On les a déjà mis en ligne, je crois, sur le site internet. On souhaite les diffuser, mais vraiment très, très, très largement. Elles vont aussi faire partie d'une formation en ligne qui sera sur le site d'Efficience en direct. Cette formation est faite pour les généralistes sous la forme d'un serious game. Par ailleurs, nous allons les diffuser le plus possible, mais c'est le vecteur qui est le plus important et qui marche le mieux, ce sont les familles. Donc, les familles pourront en disposer le plus possible. Bon, les centres de référence, évidemment. Alors, les centres de référence en DIRAR, donc où vous trouvez votre généticien, et les centres de référence à l'expression psychiatrique, où vous pouvez avoir accès à un psychologue. Donc, c'est vrai que ces centres, pour l'instant, il n'y en a pas
énormément. C'est en plein développement. Toulouse va faire l'effort justement de se développer. Paris, Sainte-Anne a maintenant un centre qui s'appelle Pépite, qui peut voir toutes les personnes de plus de 15 ans et 3 mois. Donc, autrement, il y a la Pitié-Salpêtrière et évidemment Lyon, qui est quand même le centre le plus important actuellement en France. Voilà, je ne sais pas, j'espère avoir répondu à peu près aux questions. Alors, beaucoup de remerciements aussi par rapport à ces fiches. Et puis, je dirais quand même un sentiment général à travers un certain nombre d'interventions, d'avoir parfois un accès difficile aux professionnels, aux centres diagnostiques, l'impression aussi de peut-être une communication limitée entre les centres, entre les professionnels. Est-ce que vous voulez faire un commentaire par rapport à ça, un conseil pour les familles? Je vais répondre peut-être, Émilie, tu pourras compléter. C'est vrai que du coup, enfin, je dirais pour vous, c'est sûr, on se rend bien souvent compte que c'est un combat, mais je dirais pour nous aussi, hein, bien souvent, c'est vraiment difficile de pouvoir faire ce lien entre les différents professionnels. Donc bien sûr, ça passe toujours par les courriers de compte rendu de consultation qu'on fait systématiquement à chaque consultation. Mais après, alors je vais parler pour ma pratique, mais je sais que le professeur d'Émilie en fait, fait la même chose. Mais on essaye au maximum en fait de faire des liens avec les différents professionnels. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est aussi très très coûteux en temps pour nous. Voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire au maximum pour pouvoir sensibiliser. Enfin, rien que pour vous dire un exemple, mais ça c'est vraiment ma pratique parce que voilà, à Génopsy, on reçoit souvent des patients qui ont des très longues listes de psychotropes dans leurs ordonnances. Souvent, on sait que la clozapine fonctionne très bien. Et c'est un combat clairement de convaincre des psychiatres de changer les ordonnances pour mettre de la clozapine en place. Donc clairement, enfin en tout cas à Génopsy, c'est notre combat de tous les jours pour un maximum de patients, de pouvoir faire ce lien au maximum avec les différents professionnels et, et du coup, de voilà, pouvoir faire ce lien de réseau entre nous. L'association est aussi un train d'union entre les familles et les professionnels. Mmh. Donc, on sait que lorsque une famille, ça nous arrive d'avoir des demandes des familles, mais ma fille, mon fils a ce type de symptômes, on est perdu, on ne sait pas comment faire, eh bien, on peut relayer à Génopsy, on peut relayer, il y a aussi je sais qu'il y avait eu la volonté de Caroline Demilly de mettre en place la possibilité justement d'un appel téléphonique, d'une réunion téléphonique. Tout ça est à voir parce que c'est vrai que Génopsy fait déjà beaucoup. Mais c'est vrai que les familles ont aussi besoin beaucoup. Donc, il y a un moment donné où se déplacer parfois est inutile. On pourrait facilement, à travers une conversation téléphonique, résoudre au moins quelques... C'est vrai que c'est... Je répondis juste sur la question du déplacement, etc. Effectivement, qui est souvent très coûteux, qui est parfois indispensable, mais parfois c'est pas forcément le cas. C'est vrai qu'à la faveur de l'épidémie de Covid, on est vraiment au niveau de l'hôpital en train de travailler sur le développement de la téléconsultation et des télésoins. Donc on est en train vraiment là, on est en plein groupe de travail pour définir vraiment ça. C'est des choses qui se font déjà un petit peu, mais là on essaye vraiment de produire quelque chose qui soit utile et de définir un cadre. Marine, Émilie, on devra terminer puisqu'il est 11h. Oui. D'accord. Voilà, c'était juste pour dire qu'on a bon espoir de pouvoir offrir ça, mais ça sera toujours dépendant aussi des moyens humains qu'on a dans le centre et malheureusement.